de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation. Je donne la parole pour commencer au rapporteur pour une durée de 10 minutes à Monsieur Frédéric Descrozaille. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, mes chers collègues, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie relève de l'une des libertés les plus fondamentales de notre République, la liberté d'entreprendre. Elle a été établie en droit par les fameux décrets d'Allard et loi Le Chapelier dès 1791. Or, la liberté, telle que définie à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, s'énonce ainsi: la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi n'est-il pas possible de porter atteinte à ce principe de la liberté du commerce, sauf à le justifier au nom de l'ordre public. Et l'ordre public, c'est ce dont il va être question avec l'examen du texte dont nous allons débattre. Lorsque la liberté opprime, il faut que la loi libère. Cette célèbre et très belle sentence porte en elle toute la noblesse de notre mission de législateur. Nous allons donc parler de la liberté du commerce. Ce que nous lui devons comme citoyens est considérable. Et nous pouvons, comme citoyens français, en être fiers. Depuis Boucicaut jusqu'à aujourd'hui, l'épopée de la commercialisation de masse est une histoire fascinante. Le premier libre-service a ouvert en 1948, le premier supermarché en 1957, et le concept d'hypermarché, concrétisé en 1963, a été une invention française qui a inspiré bien au-delà de nos frontières. Il a agrégé sous une forme unique toutes les innovations antérieures qui ont accompagné les Trente Glorieuses. Ce modèle a fonctionné comme un passeur d'une efficacité redoutable. Le passeur des gains de productivité de toutes les chaînes de valeur qui y convergent, depuis le producteur jusqu'au consommateur, principal bénéficiaire de cette courroie de transmission. Il n'est pas question d'y porter atteinte. Il est confronté à des défis déjà plus grands que lui, ceux que lui posent les GAFAM, le commerce en ligne, la révolution numérique. Mais c'est un modèle qui a pu et qui peut détruire de la valeur. Représentons-nous la grande consommation et plus particulièrement les filières de l'alimentation comme un sablier. En haut, 330 000 exploitations agricoles, des dizaines de milliers d'entreprises de transformation, de conditionnement et d'expédition. Au centre, au niveau du pincement que représente le diaphragme du sablier, seulement 6 acheteurs. Et en dessous de ces 6 acheteurs, des milliers de magasins de distribution pour plus de 60 millions de consommateurs. La fonction achat, exercée par ce tout petit nombre de géants, relève d'une liberté qui peut opprimer. Un seul acheteur, face à un très grand nombre de fournisseurs, obtient de chacun d'eux, par la seule puissance de sa position, le dernier effort utile pour maintenir un accès au marché. Pour passer par ce portillon aussi étroit qu'exigeant, les entreprises qui lui livrent leurs produits sont contraintes d'écraser marges, tarifs et salaires. Et c'est cela que nous devons avoir à l'esprit. L'équilibre fragile entre, d'un côté, l'efficacité d'un modèle qui généralise l'accès aux produits à des prix toujours plus accessibles et, de l'autre, les emplois et les salaires de ceux qui les produisent, les transforment et les vendent. Nous parlons de la première industrie de France, plus de 450 000 emplois.
Un secteur industriel dont nous attendons qu'il investisse massivement dans la transition numérique et la décarbonation. Un secteur qui, aujourd'hui, affronte des difficultés inédites pour recruter et fidéliser les talents dont il a besoin. Ce secteur doit créer et ne pas perdre suffisamment de valeur pour investir et mieux rémunérer. Nous parlons d'argent dans des usines, des entrepôts, dans des équipements, dans des camions. Et nous parlons d'emploi et de fiches de paie. Pour juger de cet équilibre, il nous revient de nous écarter du bruit et de la fureur. Mes chers collègues, nous avons tous été pris à partie ces derniers jours par les détracteurs de cette proposition. Ils ont misé sur l'émotion plus que sur la raison. L'émotion qui a été visée, c'est l'affolement. Ils n'ont pas hésité pour cela à s'accommoder d'inexactitudes et d'approximations, dans ce qui s'apparente à une manœuvre d'intimidation et de déstabilisation. Ils nous offrent l'honneur d'y résister. Nos débats nous permettront de le prouver. À l'affolement, opposons le calme de la prise de recul. Au registre de l'émotion, substituons l'exercice du discernement. Cette proposition de loi est adossée au principe de la liberté du commerce. Elle consiste à corriger le déséquilibre entre les parties. Contrairement à ce qui en a été dit, elle ne donne le dernier mot ni à l'acheteur, ni au fournisseur. Elle fait de la liberté ce qu'elle doit être, l'exercice d'un pouvoir d'agir qui ne doit nuire à personne. J'en viens donc à la présentation des principales dispositions de cette proposition de loi. La première d'entre elles porte sur la question centrale de l'ordre public. Il s'agit de rappeler l'intention du législateur, donner un caractère de loi de police aux dispositions du titre 4 du livre 4 du Code de commerce, portant sur notre dispositif national de lutte contre les pratiques restrictives de concurrence. Des initiatives ont été prises ces dernières années pour s'affranchir de nos décisions, avec la multiplication des centrales d'achat qui s'installent hors de nos frontières. Nous connaissions l'évasion fiscale, nous affrontons l'évasion juridique. Il s'agit de la contrer en rappelant l'intention du législateur. Les règles définies dans le Code de commerce français doivent s'appliquer dès lors que les produits sont commercialisés sur le territoire français. La deuxième porte sur le prolongement de mesures adoptées dans la loi dite Egalim 1, expérimentale pour une durée qui trouve son terme le 15 avril prochain. Ces mesures de majoration du seuil de revente à perte et d'encadrement des promotions ont été appliquées au cours d'une période exceptionnelle et n'ont pas fait l'objet d'évaluations permettant d'en juger de façon satisfaisante. Nous allons débattre de l'opportunité de les prolonger. Une troisième disposition reprend des recommandations du médiateur et parachève ce qui a été mis en place avec la loi dite Egalim 2. Elle consiste à sanctuariser la matière première agricole de façon plus aboutie, l'expérience ayant permis de constater que c'était nécessaire. La quatrième, relative à l'article 3, est celle qui a suscité les plus vives réactions ces derniers jours. Je juge utile d'apporter au moment de vous présenter ce texte des précisions. C'est une disposition qui comble un vide juridique, celui du cadre légal dans lequel s'inscrivent les co-contractants lorsque la négociation annuelle échoue. Dans l'application actuelle du droit, faute de précision, l'échec de la négociation annuelle n'interrompt pas le contrat. Or, la continuité du contrat n'a pas du tout les mêmes conséquences pour l'acheteur ou pour le fournisseur. Tandis que l'acheteur continue à passer commande, le fournisseur est obligé de le livrer, mais au tarif de l'année antérieure. Là réside un déséquilibre qui est porteur de destruction de valeur. En effet, si le fournisseur juge préférable de rompre l'accès au marché que de livrer à perte, il n'a pas le droit de choisir. L'acheteur, de son côté, est certain de ne pas risquer un défaut d'approvisionnement et profite, plus longtemps que ne le prévoit le principe même de la date butoir, d'un tarif avantageux pour lui. L'article 3 ne fait que rétablir ce déséquilibre en permettant aux fournisseurs de ne pas livrer, sur la base du principe selon lequel l'échec de la négociation interrompt de lui-même le contrat. Mais permettez-moi d'insister, mes chers collègues, sur le principe
fondamentale de cette disposition. Les deux parties restent libres. Libres de définir les conditions d'une rupture commerciale, le temps d'un préavis, libres de reprendre les négociations là où elles avaient commencé au 1er décembre de l'année antérieure, libres de rompre brutalement la relation commerciale si elles ne parviennent à s'entendre sur rien. La loi doit inciter à trouver un accord. Elle ne doit pas l'inventer ni en présumer quand il n'est pas librement établi. La Commission des affaires économiques a examiné ce texte en lui apportant plusieurs dispositions complémentaires qui l'enrichissent, à l'occasion de débats d'une qualité telle que je tiens à en remercier sincèrement mes collègues commissaires aux affaires économiques. Il faut conclure, monsieur le député. Je ne doute pas que nous aurons, j'en ai pour un instant, Monsieur le Président, en séance, une délibération aussi riche et digne de notre mission de parlementaire. Je tiens pour finir à remercier vivement toutes celles et tous ceux de mes collègues qui se sont impliqués sur ce texte, les services des ministères pour leur exigence et leur disponibilité, et les administratrices. Voilà.